Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour l'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec, je ne le présente plus, Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vous, donc continuez à nous soutenir et pour cela rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr et bonne nouvelle de ce début d'année, sachez que vous pouvez désormais nous regarder sur le canal 235 de la télé d'Orange. C'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, mon cher Cyril, et bienvenue sur le plateau de l'œil de Moumou. C'est la première. Première pour ensemble. moi dans l'œil de Moumou. Je remplace Amira, qu'on embrasse, très fort. Très fort et qui est en congé maternité. On va essayer de prendre le relais de la meilleure façon possible. On est aujourd'hui avec un invité, Mourad, et c'est Léonard Vincent, ancien journaliste et écrivain, qui viendra nous parler aujourd'hui justement de la fin ou l'arrêt de ce métier de journaliste et aussi de sa maison d'édition. C'est bien ça. Absolument, qui a su rebondir de manière intelligente, autant dans le sens premier du terme, et qui, évidemment, on en parlera dans la partie au microscope, mais il est notre invité depuis le début, et je l'invite évidemment à commenter, comme il le souhaite, tous les passages qu'on va voir ensemble, les tops et les flops, bien naturellement. Et bien tout de suite, Mourad, on va commencer directement, et c'est par ton préambule. Oui, alors c'est toujours la tradition du préambule. Le préambule, en gros, c'est ce qu'on n'arrive pas à caser dans les tops ou les flops. On le met là parce que c'est important de le citer, même si ça n'a pas forcément un rapport direct avec la critique média, qui est le cœur de cette chronique, je le rappelle. J'avais parlé de Julien Audoul, qui était dans les par rapport à Morandini, qui s'est retrouvé sur Sud Radio, à justifier de sa présence de manière un peu galérienne, de sa présence sur les plateaux de Morandini, malgré son inculpation, enfin sa condamnation même définitive. Et c'est en fait Maxime Yeddo. Alors à ce moment-là, j'avais un trou de mémoire. Je n'avais pas retrouvé son prénom et son nom. Donc Maxime Yeddo, je le félicite pour le travail qu'il a fait sur ce plateau, dans ce studio de Sud Radio en l'occurrence. Face à Julien Audoul, il a vraiment été pro et je tenais à le féliciter. À propos de bégaiement de la part de Julien Audoul, j'avais reçu, parmi les centaines et les milliers de commentaires qu'on reçoit à chaque fois, j'avais reçu un commentaire, un seul suffit pour m'expliquer. J'avais parlé de bégaiement et je l'ai reçu, ce commentaire de la part d'un bègue qui m'a dit très gentiment qu'il ne souhaitait pas, avec le mal qu'il affectait, il ne souhaitait pas être associé à Julien Audoul. Et donc, effectivement, je ne suis pas validiste, donc je comprends tout à fait et je lui présente mes excuses. Oui, je vais faire attention de ne pas taxer effectivement de bégaiement ou d'autres petits problèmes qu'on peut avoir, petits ou gros. Problème qu'on peut avoir d'élocution des gens comme Julien Audoul, effectivement, et ne pas les associer avec nos amis. À propos justement de la mise en retrait de Morandini, puisque maintenant c'est officiel, il s'est mis en retrait, il n'a pas présenté l'émission, nous sommes mardi. Il n'a pas présenté l'émission du jour. En fait, ce moment, je pense qu'il sera décrypté un peu plus tard, c'est un cinoche vraiment total et absolu. La preuve, on va voir, alors c'est David Perrotin, notre confrère de Mediapart, qui va publier ce tweet. On va voir, alors c'est Bellamy, donc le député européen du RPR, moi j'en ai rien à foutre de leur changement de nom, du RPR, qui va fustiger et demander en direct, en plateau, il va demander à Morandini, donc c'était avant évidemment sa démission, il va demander à Morandini clairement de se retirer et de partir parce que c'est plus possible, c'est plus tenable. Et donc Bellamy va être pourri sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que va faire Morandini? Il va retweeter des messages, mais alors orduriers au dernier degré concernant Bellamy, et ça c'est quelques jours, mais même je crois que c'est quelques heures avant qu'il fasse cette fameuse déclaration où il va dire qu'il demande son retrait. Son retrait, je le redis, je ne sais pas s'il a réellement démissionné ou s'il est juste en retrait, ce qui signifie qu'il continue à percevoir un salaire et qu'il peut être, je ne sais pas moi, s'occuper des stagiaires, non je déconne, mais s'occuper d'autres choses dans les studios Bololand. Donc à suivre, évidemment, on vous en reparlera la semaine prochaine. Toujours à propos de Morandini, parce que ça a quand même été la grosse actualité, j'en ferai pas des caisses. Quelques heures plus tôt, donc juste avant qu'il annonce ça, il y a Guillaume Roubaud-Cachy. Alors, je trouve pas mal ce garçon, c'est le porte-parole du Parti communiste français.
Je dis parti parce que c'est une tradition Bien sûr. verbale, on l'appelle le parti. Porte-parole du PCF, donc, qu'on avait remis une couche, et ils ont vraiment sorti les pagaies sur le plateau de CNews, c'est assez incroyable, encore jusqu'au bout du bout, on se croirait dans le bunker d'Hitler, petit point Godwin, dans le bunker d'Hitler en mars 1945, je vous laisse regarder et surtout écouter. Mais malgré tout, vous comprendrez que, comme vous avez évoqué la question des violences sexuelles, je suis forcément obligé de penser à ce qui se passe sur votre chaîne en ce moment. Je suis désolé de le dire, parce que vous parlez des violences sexuelles qui augmentent. Alors évidemment, je suis un peu interrogatif, peut-être que je vous interroge vous aussi, peut-être sur ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec Jean-Marc Morandini qui est maintenu sur votre chaîne. Vous parlez de l'augmentation des violences sexuelles et vous sur CNews, vous avez Ne mélangeons pas les mots, il y a harcèlement et violence. Violence, c'est pas une violence sexuelle, donc je vous pose la question parce que sinon on a une vie de schizophrène, sinon oui, on comprend plus rien. Non, mais les violences, c'est quand la personne est violée et massacrée. J'entends bien votre réaction. Alors effectivement, j'ai eu des confrères sur la chaîne qui ont réagi. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Pascal Praud notamment. Voilà, il y a eu aussi aujourd'hui une déclaration de Jean-Marc Morandini. Effectivement, voilà, j'entends. Nous, effectivement, on a des échanges. Il est dit que dans la rédaction de CNews, ce serait la verticalité. Non, on échange. Et puis, si on a des choses à dire, on se les dit entre nous. Et voilà, c'est ce que je fais. Et nous échangeons. Ça m'étonnerait que dans votre parti, on ait violé tous ceux qui ont fait du harcèlement sexuel sur des personnes. J'aimerais avoir la preuve que dans votre parti, on ait expulsé, exclu du parti tous ceux qui auraient eu des cas de harcèlement sexuel. Donc je pense que c'est quelque chose qui malheureusement peut arriver dans toute organisation. Non, parce que là, en l'occurrence, si vous arrivez à me prouver que chez vous, on n'a jamais toléré quoi que ce soit, ça m'intéresse. Là, en l'occurrence, il y a des questions de justice. En l'occurrence, il y a les statuts. Oui. Et donc, si vous êtes condamné pour des actions de ce type-là, vous êtes exclu immédiatement. Très bien. Guillaume Kouachi, voilà, vous avez posé votre question. Voilà, on va revenir au sujet. C'est pas forcément la place aujourd'hui ce soir. Pas du tout. Non. Si, ça s'appelle la stratégie du retournement. Écoutez, soyez respectueux quand même par rapport aux victimes. Mais ça s'appelle la stratégie du retournement. Non, pas du tout. Il n'y a pas de stratégie. On parle de choses très sérieuses et très graves. Ce qui est arrivé à une personne dans cette chaîne ne regarde pas toute la chaîne. Et donc revenons au quotidien des Français, si vous le voulez bien. Alors une première question, comment est-ce qu'on peut défendre à ce point-là Morandini, et comment est-ce qu'on peut aller de manière relativement saine, c'est-à-dire de penser qu'on a raison, d'aller au charbon pour défendre l'indéfendable, en sachant que c'est la fin de la fin, le bout du bout, et que, je veux dire, il ne faut pas être devin pour savoir que Morandini ne pourra pas tenir ce cap-là longtemps, Bolloré ne pourra pas le tenir non plus, et que ça va finir évidemment par une démission. Comment tu analyses ça en termes corporatistes ? C'est-à-dire qu'ils se comportent comme des soldats, tu l'as dit, le parallèle avec le bunker d'Hitler n'est pas complètement exagéré. Il y a une espèce de discipline militaire dans le groupe Bolloré, puis dans l'extrême droite. Il y a une discipline conquérante. On voit bien ils passent leur temps, si tu veux, à exister, à occuper le terrain. Et on passe, nous, notre temps à discuter leurs transgressions et leur grossièreté. C'est-à-dire que c'est leur hégémonie qui nous écœure et nous étouffe. Mais c'est tellement sidérant que ça occupe la scène et que ça nous empêche de parler d'autre chose, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, c'est aussi ça, la dénonciation, c'est d'expliquer que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose, et qu'effectivement, ils sont focus sur des questions qui sont la protection de Morandini. Mais enfin, on parle de la même chose par rapport, et je dis souvent que je ne suis ni palestinien, ni militant LFI, alors musulman ou pas musulman, ça me regarde que moi, mais que force est de constater que ces trois entités sont la cible permanente de ces gens-là, et que pendant qu'ils parlent de ça, effectivement, ils ne parlent pas des vrais problèmes des Français. Le dernier, cher Cyril, le dernier préambule va concerner Libération. Alors, je suis très surpris parce que les unes de Libé sont connues pour leur qualité. C'est un travail de réflexion le soir. Moi, j'ai bossé pendant 15 ans, je rappelle, pour Libération. Pendant le soir, c'est un moment très important, le choix de la une. Et la une doit parler à tout le monde. C'est-à-dire pas seulement aux lecteurs de Libération, mais doit parler à tout le monde. C'est le principe d'une une. Elle doit accrocher l'ensemble des lecteurs, a fortiori aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puisque tout le monde a accès aux unes et doit comprendre. Chacun doit comprendre et chacune doit comprendre ce que veut dire la une. Et là, il y a deux grosses informations. Alors, je vous laisse la regarder, la une. Il y a deux énormes informations qui sont à la fois l'affaire Epstein
évidemment, avec ses rebondissements et sa répercussion sur le sol français, et puis le débarquement de la patronne de France Inter. Et regardez bien, la une, je trouve que le filet bleu est complètement anodin, on le voit à peine, et alors j'ai fait un testing qui vaut ce qu'il vaut, mais j'ai fait un testing auprès de gens qui connaissent un peu le milieu médiatique, et tout le monde, tous ceux qui ne connaissaient pas le physique de l'ancienne patronne de France Inter, pensaient que la femme qui se trouve dans les bras d'Epstein était l'ancienne directrice de France Inter. Puisque, effectivement, quand on met les deux, on ne peut pas avoir une entrée sur une avec deux dossiers aussi importants que ça. Il faut faire un choix à un moment donné, et ne pas faire de choix, effectivement, ça conduit à ça. Qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Est-ce que tu as perçu ça ou Ouais, non, c'est une mauvaise une, c'est raté, hein, manifestement. Bon, ça arrive, on peut dire, mais c'est quand même assez symptomatique de la détresse et de la confusion de Libé aujourd'hui, mais pas que de Libé, peut-être Libé est plus symptomatique parce qu'ils sont peut-être plus en détresse que les autres, mais je trouve qu'il faut exister, en fait, leur idée, leur projet, ils se lèvent le matin pour exister dans un monde médiatique en pleine crise, en pleine, capilotade, quoi. C'est une espèce de... On ne sait plus à qui on s'adresse. Tu disais tout à l'heure, il faut parler à tout le monde, mais je ne sais plus à qui parlent les unes de Libé, moi, aujourd'hui. C'est-à-dire, à qui va encore dans un kiosque ? Il va y en avoir encore des gens, mais on choisit son journal. Pourquoi ? Enfin... Il n'y a plus de réponse à tout ça. Et je pense qu'à la tête de Libé, il y a des gens qui pensent qu'il y a encore des réponses ou qu'eux-mêmes ont des réponses et puis qu'ils proposent des choses et puis que des fois, ça ne marche pas. Enfin, là, c'est mauvais, quoi. Enfin, oui, c'est un loupé, mais de la part d'un journal qui est connu, qui a vécu sur ses unes. Ouais, voilà, mais qui a vécu sur ses unes à l'époque où la une de Libé avait une signification dans un espace médiatique qui était balisé par un certain nombre de codes, on va dire pas fixe, mais disons solide. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun code. La consommation de l'information a complètement changé. Et l'existence même, la position, la posture qu'ont les journaux papier dans l'infosphère, on va dire, a complètement changé aussi. Et pourtant, on continue à essayer de faire la même chose dans un monde qui est complètement métamorphosé. Donc, dans cette une de Libération, donc on apprend que Adèle Van Rett va être remplacée par Céline Pigalle, oui. Je le rappelle, ancienne de BFM TV, ancienne à l'époque iTélé, et elle est depuis 3 ans à la tête du réseau France Bleu. Que penser de cette arrivée et que penser du chemin qu'est en train de prendre depuis maintenant plusieurs années France Inter ? Eh bien, Léonard ? Moi, je ne la connais pas, mais je vois son parcours. Mais après, moi, ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est que être rédacteur en chef, directeur de rédaction, directeur de médias, c'est un métier qui n'est pas vraiment un métier de journaliste. Enfin, je veux dire... Moi, on m'a proposé, j'ai été rédacteur en chef, j'ai été directeur de l'information. J'ai très vite compris que c'était pas le métier que j'avais choisi. Et donc, j'ai rétropédalé et je suis parti. Mais parce que, tout simplement, que c'est quelque chose qui nécessite, disons, un feu intérieur qui fait qu'il faut aimer le pouvoir, qu'il faut avoir une vision très managériale de la société et du rôle des médias. C'est pas la mienne, donc j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une révolution. Ça accompagne un mouvement général vers une espèce de recyclage dans les mêmes écosystèmes de dirigeants. Donc moi, j'en attends pas grand-chose. De toute façon, j'écoute plus France Inter depuis longtemps. Alors quand je l'écoute, je deviens fou, je crie, voilà. Et puis quand je l'entends, oui, dans la voiture, par exemple, ça m'arrive de prendre l'autoroute, d'écouter les infos, j'entends, une info sur 4 est fausse. Et je suis désolé. Je suis désolé de ça. Je ne suis pas certain que la nouvelle directrice, en remplacement d'une ancienne qui avait disons une vision à peu près équivalente du média, je pense, du média France Inter, change grand-chose à l'antenne. Oui, non, je le pense pas non plus. Et est-ce qu'on est sur le principe de Peter, alors qui touche absolument toutes les rédactions, je veux dire qu'elles soient de gauche ou d'ailleurs, à savoir est-ce qu'un bon journaliste fait forcément un bon rédacteur en chef ? Oui, non, ça non. En fait, voilà, il y a des très bons chefs potentiels qui ne veulent pas être chefs. Ça, c'est une chose, mais ça, c'est dans tous les secteurs. Hein. Mais je pense que ceux qui veulent être chefs, qui acceptent de l'être et qui s'y plaisent, c'est révélateur de quelque chose qui est différent du goût pour le journalisme.
Donc on est dans un autre monde et il faut peut-être le juger avec d'autres critères, quoi. Oui, mais alors pardon, je me permets d'insister, Cyril, parce que on est dans le cœur de la raison pour laquelle j'ai souhaité t'avoir sur ce plateau, et je te remercie d'avoir accepté l'invitation d'ailleurs. C'est le fait que tu aies quitté ce milieu, on en reparlera évidemment juste après, mais est-ce que il n'y a pas cette espèce de reproduction d'un monde qu'on peut par ailleurs condamner, notamment dans les médias de gauche, à savoir le monde de l'entreprise complètement sclérosé, en gros du CAC 40 pour aller vite, et qu'en fait on reproduit exactement les mêmes choses, à savoir qu'on met des gens qui ne sont pas forcément compétents à des places managériales, pour reprendre ton terme, et que ça mène forcément à une crise, qu'on le sait très bien que ça va mener à une crise, et que pourtant on continue ce processus complètement délirant. C'est-à-dire que les petits groupes ressemblent aux grands groupes auxquels ils appartiennent. Et on est dans une société capitaliste gérée par des managers. La République des managers, disait Macron. Donc forcément, on reproduit le poisson pourri par la tête et pourrit tout le reste. Donc on reproduit, et les toutes petites équipes, la plupart du temps, recréent des petites 5e Républiques avec tous ses défauts, ses travers, ses toxicités, ses perversions. Et donc bon voilà, moi je pense qu'une rédaction n'est pas immune de la société dans laquelle elle vit, des logiques économiques, politiques et philosophiques dans lesquelles elle évolue. Donc voilà, je ne suis pas étonné du fait qu'aujourd'hui, ce soit très difficile de former des groupes alternatifs avec des méthodes ou des modes de fonctionnement alternatifs dans une société aussi rudement structurée, aussi grossièrement hiérarchisée et infusée de logique libérale que l'est la Ve République, quoi. Donc à améliorer. On va passer maintenant au top. Le top visionnaire Mourad est décerné aujourd'hui à Jean-Sébastien Ferjou. Ah, il est extraordinaire ce garçon. Il est donc c'est maintenant devenu un chroniqueur, donc un chroniqueur de CNews. Alors déjà chroniqueur c'est un peu problématique, mais alors de CNews là, il n'y a plus qu'à se pendre. Et lui, il va donc ça lui est décerné. Il a senti le vent arriver avec le deuxième mandat de Donald Trump. Et il va, dans un premier tweet que vous allez voir, de janvier 2025, émettre ce propos. Il dit 100% d'accord avec un internaute. Le second mandat de Trump va être une expérience fascinante pour voir ce qui se passe lorsqu'un homme ne se soucie ni des dogmes actuels des cercles politiques, ni d'offenser les sensibilités des élites. Les opposants de Trump vont découvrir que beaucoup de choses qu'ils considéraient comme impossibles ou catastrophiques, simplement parce qu'ils les rejetaient pour des raisons idéologiques ou par peur d'être exclus des cercles bien-pensants, j'aime beaucoup cette expression bien-pensant, ne sont en réalité ni impossibles ni catastrophiques. Donc voilà ce qu'il écrit en janvier 2025. Et puis est arrivée cette fameuse vidéo dont on va voir un extrait, on va voir la capture, postée par Donald Trump, où on voit le couple Obama grimé en singe. Et là, il va dire « Ah là là, que le président des États-Unis puisse se laisser... » Ah là là, c'est moi qui le rajoute. Que le président des États-Unis puisse se laisser aller à une telle incontinence intellectuelle brutalement raciste laisse pantois le XXIe siècle, vire de plus en plus au cauchemar pour tous ceux qui voudraient échapper au clash de disqualification mutuelle qu'est devenu le débat politique dans la plupart des démocraties occidentales. Comment peut-on se faire de l'analyse, se dire chroniqueur et avoir aussi peu de clairvoyance sur le projet de société de Donald Trump? C'est quand même assez extraordinaire, non? Alors moi, je prends un pari. Dans 15 jours, c'est fini et il redevient le soutien principal de Donald Trump. Il va trouver plein de choses formidables. Le problème, c'est qu'il faut articuler l'empire de l'histrion Trump, de Néron, avec la petite province gauloise, et que c'est pas toujours facile. Donc là, on est sur un moment de résistance, de rébellion en mocassin. Parce que c'est too much? Oui, c'est too much. Enfin, voilà, mais j'ai vu que même Trump avait un peu rétropédalé, il disait que c'était pas lui, c'était un stagiaire, interne. Le stagiaire de BFM qu'il avait recruté. Donc bon, voilà. Mais donc tout ça sera fini assez rapidement, on aura oublié. Mais il faut toujours se souvenir, moi, depuis que Trump est président, les 2 fois, je me souviens toujours de ce qu'il avait dit avant sa première élection, et qui est une vraie, pure et violente vérité. Il a dit « Je pourrais descendre sur la 5e avenue et tuer quelqu'un et continuer et malgré tout être élu. » Et c'est vrai. Parce qu'il est élu pour exercer la violence. Donc tant qu'il exerce la violence contre certaines catégories, contre les dominés,
il peut faire des choses, tout ça est comment dire, cosmétique, c'est du décor, ça va pas, c'est pas bien, c'est de la mauvaise com, mais c'est pas grave en termes de soutien politique, de la colonne vertébrale politique et le soutien. Bon, ce qu'on a vécu avec Sarkozy chez nous, puisque malgré ses condamnations, il est complètement adulé par des foules en délire à chaque fois qu'il fait une signature. Ou même par l'idiotie d'un candidat du Rassemblement national, l'idiotie manifeste, et notoire et spectaculaire. C'est pas grave pour les électeurs. Oui, ils éliraient une chaise, un poireau, pourvu qu'on fasse souffrir les Arabes, les musulmans, les Noirs. Ce qui fait le succès de CNews. Toute petite parenthèse, puisqu'on parle des États-Unis, je voudrais avoir une pensée forte pour nos amis du Washington Post, qui ont souffert le martyre déjà depuis la nomination du nouveau bras droit de Bezos et qui aujourd'hui sont licenciés par vague entière. Je crois que c'est 300, plus de 300. Ouais. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que même sur les contre-pouvoirs aux États-Unis en ce moment, ça se passe pas de manière optimiste, on va dire ça comme ça. Et on passe au top, mais qu'il est con, Alors, c'est notre fournisseur officiel de conneries, mais complètement avancé. Alors, je me suis posé la question quand même. Je me suis posé la question à propos de Frontières et puis à propos de Darocha. Donc, le fameux Jordan Florentin Darocha qui fait de la merde, qui fait du harcèlement de rue, ainsi de suite, qui s'est pris 2 baffes dans la gueule par une brave dame que je resalue de nouveau et que je félicite. C'était mérité. Non au harcèlement de rue. Et puis, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était pas du 114e degré ? Est-ce qu'il déconnait pas pour faire le buzz, essayer d'obtenir quelque chose et compagnie ? Et puis, je vois qu'à chaque fois, il retire, parce que c'est des lives en fait, c'est en direct. C'est des lives, et donc à chaque fois, ils retirent in fine la vidéo parce que c'est tellement contre-productif pour eux et tellement ridicule que voilà. Et là, cette scène ne laisse absolument, je pense, aucun doute. On peut dire, mais qu'il est con, de manière, je pense, le plus objectif possible, du fait de son incompréhension totale. Alors les mecs, ils ont des t-shirts, on est chez nous. C'est des identitaires, c'est des militants identitaires. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militants identitaires, racistes. Ils se disent chez eux, mais ils ne connaissent pas leur propre langue. Je vous laisse écouter. Alors, je pense que c'était un militant. C'était en marge d'un meeting qui a été pourri avec de la provocation par les gens de Frontières. Je vous laisse écouter ce qui va apprendre, ce qui va expliquer à Jordan Darocha. Je vous laisse écouter. Vous avez invectivé ces jeunes femmes, madame? Blanbec, écoute un peu de 2 secondes. Vous m'avez dit comment? Blanbec, monsieur. Si un jour tu veux parler avec moi, c'est quoi un blanbec, monsieur? Caméra, on va dans un bar, on ira tout à l'heure, il n'y a pas de problème, monsieur. Là, on discutera. On ira. Ce que tu fais, c'est de l'image pour faire des conneries. Ça m'intéresse pas du tout. Ça intéresse pas. C'est quoi un blanbec, monsieur? Prenez vos bagnoles et vous allez voir ailleurs. On va rester ici, monsieur. On va rester ici. Mais t'as vu, nous aussi, on t'a Voilà. de toute façon, tu perds. Tu veux savoir ce qu'est un blanbec? C'est toi un blanbec. C'est-à-dire? C'est un mec qui parle sans savoir, qui a rien, qui a pas de culture. T'es vide. D'accord. Donc vous insinuez, vous mettez le mot blanc dans cette insulte en insinuant que je n'ai pas de culture. Mais t'es tellement bête, tu vois, que tu devrais J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par blanc bec? Fascistant, il n'y a personne qui va trouver que ta blague elle est drôle. Blanc-bec, c'est un oiseau qui C'est a une pas blague de mûri. ma part, Il monsieur. n'a pas de bec, il a le blanc-bec, un oiseau qui n'a pas mûri. Tu sais ce que c'est un oiseau? Voilà, c'est ça un blanc-bec. C'est bien. Ah, c'est un jeune couillon. Voilà. Mais je vous remercie de développer. Parce que pour les personnes victimes de racisme anti-blanc, je pense que c'est bien aussi de développer. Ah, vous rigolez de ça, monsieur? Ouais, je vous dis. Ils ont que ça, le racisme et l'immigration, ils ont rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'est même pas foutu de savoir ce que signifie l'expression blanc-bec. Alors, je félicite également ce monsieur qui a eu un éclat de rire salvateur, puisqu'on voit bien que lui, en face, ne rigole pas du tout. Il ne connaissait pas du tout l'expression blanc-bec. Alors, dans ce cas-là, blanc-seing, enfin, je veux dire, il y a 10 000 expressions, enfin, ou un blanc-sec. Je veux dire, si on va boire un blanc-sec, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, ce niveau d'inculture crasse, qu'est-ce que ça raconte de l'extrême droite? On a reçu Alexis Lévrier ici, qui est historien notamment des médias, et qui racontait le parallèle entre ce qu'on vit aujourd'hui au niveau des médias d'extrême droite, et je mets médias avec des guillemets, et puis ce qu'étaient les médias d'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Est-ce que ça raconte quelque chose, ça, cette inculture crasse? Déjà, première chose, les méthodes de Loubard en journalisme, ça donne jamais rien de folichon. Hein. Puis les Loubards sont pas connus pour être des grands philosophes. Bon, bref. Mais c'est même à ça qu'on les reconnaît, d'ailleurs, ce qu'on pourrait rajouter. Mais moi, ce que j'aime bien quand même dans la séquence qu'on a montrée, là, c'est que le monsieur qui s'interpose lui propose d'aller boire un coup. Oui. Alors ça, c'est peut-être ça, les militants de la FI. C'est peut-être là, l'arc républicain, il se déplace peut-être
Bref, non, ce que ça dit sur le journalisme, moi, ce que je vois, c'est surtout ces gens-là, ces jeunes, ces gamins-là, on les connaît, hein, c'est des crétins pas drôles. On en a plein les musettes dans les facs, dans les lycées. On les connaît par cœur dans les villages, dans les petites villes. Il y en a plein. À Paris, on en a par-dessus la tête. Mais ce qui est sidérant, moi, ce qui me sidère le plus, c'est que c'est des gens... Il y a des gens de pouvoir, il y a des gens de culture, d'une certaine manière, qui leur confient du fric et des micros. Et je ne suis pas certain que ce soit bénéfique pour eux. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est les gens qui leur donnent du pouvoir, ces gens-là. Sterrin, en l'occurrence, pour Fontière. Ou Bolloré. Et puis même leurs chefs, c'est-à-dire ceux à qui ils ont affaire. C'est pas, ils vont pas dans la villa de Bolloré pour aller prendre leurs ordres. C'est des petits miliciens de bas étage. Donc c'est des exécutants. Ils ont affaire à des gens qui considèrent que c'est bien. Alors après, c'est vrai, ça occupe le terrain. C'est de l'histrionisme, donc c'est le clown avec les plus grandes chaussures et la plus belle perruque qui attire toute l'attention. C'est peut-être ça la stratégie, mais eux, ils sont des pions là-dedans. Alors à propos de stratégie, on va pas quitter la rue Lauriston si facilement. Et quand ils s'essayent à l'humour, justement, regardez bien cette séquence. C'est produit par leurs soins. La personne, l'ennemi à abattre, se retrouve avec un drapeau comme par hasard, un drapeau LGBTQI, donc un drapeau de la communauté gay. Ils vont se mettre en scène. Et ce qui est terrible, c'est que si on reprend la scène précédente, avec ce fameux monsieur sur le blanc-bec, c'est beaucoup plus drôle que ce qu'ils essayent de faire eux-mêmes de manière humoristique. Je vous laisse regarder. Monsieur. Ouais. Bonjour monsieur, que pensez-vous des propos de Sophia Chiteo ? T'es pas Jordan Florentin, toi? Putain, mais Jordan, t'es en retard, t'étais où? J'étais en train de remettre ma moumoute. Mais t'es le facho, toi, c'est pas possible. Pourquoi tu fais... Attends, c'est quoi un facho? Arrête de me filmer, toi. C'est quoi un facho? Bon, comme d'hab, vous avez pas d'argument. Je suis trop courageux. Top mélange des genres avec les JO d'hiver, Mourad. Oui, alors c'est un petit problème déontologique, hein, c'est pour ça que je voulais aussi le montrer à notre invité. Donc c'est la délégation israélienne qui va défiler sous les huées. Donc évidemment, pour les raisons qu'on devine, c'est un peu compliqué d'interdire d'un côté les Russes, à juste titre, et de l'autre côté permettre à une délégation israélienne d'y aller tranquillou bilou comme si de rien n'était. Et pour David Benaïm, ça devient vraiment insupportable cette situation. Je vous laisse regarder le tweet qu'il a posté. Alors on peut avoir cet avis-là, moi j'ai l'avis contraire. Pourquoi pas? Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas n'importe qui, David Benaïm. Il est correspondant de TF1 et d'LCI en Israël. Donc ça, me semble-t-il, j'aimerais avoir ton avis, pose un petit problème quand même d'honnêteté de l'information qui va être fournie par un journaliste correspondant en Israël pendant un conflit majeur du XXIe siècle et qui vient écrire, ça devient vraiment insupportable de critiquer la politique d'Israël et la présence de sportifs israéliens sur la scène internationale comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu en penses, très honnêtement? Il y a deux choses. Il y a cette espèce de mythe qui considère que le sport n'est pas politique. Bon, on pourra s'affronter pendant des heures là-dessus. Moi, je considère que si. Oui, bien sûr. L'histoire a fait la preuve que oui. Enfin bref, lui considère que non. On pourrait avoir une discussion là-dessus. Mais c'est le seul sujet de discussion intéressant. Pour le reste, moi, j'ai un petit bémol. C'est-à-dire qu'il est journaliste, mais le problème, c'est qu'il exprime son opinion, pas qu'il en ait une. Parce que tous les journalistes ont une opinion. Tous. Et moi, j'en ai eu pendant ma carrière. J'en ai une également. J'ai un cerveau structuré. Je les ai exprimés parfois. Bon, là, oui. Lui, il l'a dit. C'est la gestion de l'expression personnelle des journalistes sur les réseaux. Moi, j'ai fait suffisamment d'écart par rapport au devoir de réserve de l'audiovisuel public pour considérer que, après tout, pourquoi pas? C'est son opinion, je ne la partage pas. Mais... Est-ce que dans ta bio, tu avais, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce que dans ta bio, tu avais le nom de tes employeurs ou pas? Je l'ai eu et je l'ai enlevé à la demande de mon employeur. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que lui, il met dans sa bio TF1, LCI, et qui sont des chaînes censées être généralistes, apporter une information un peu équitable, et qu'en fait, il semble quand même prendre parti très clairement pour... C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet de discussion. J'avoue que j'ai pas un avis très tranché là-dessus. D'accord. C'est un vrai sujet de discussion.
l'expression personnelle, individuelle des journalistes par rapport à des situations politiques. Bon, là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est particulièrement, on est dans un monde très macabre, là. S'il avait exprimé une opinion sur une élection... je ne sais pas, enfin, sur l'élection présidentielle, ou pas présidentielle, l'élection législative en Israël, peut-être que ça aurait moins été sensible. Bah, écoutez, je vous invite à aller voir, je suis allé voir évidemment je suis allé voir sa TL, son compte. Je vous invite à aller voir le compte de David Benaïm, ça fait très peu de doute que par rapport à son parti pris, qui pose, selon moi, en l'état, un léger Mais il a le droit d'avoir une opinion, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il fait croire qu'il n'en a pas. Oui, mais voilà, qu'il est correspondant. Moi, ce qui me dérange toujours chez les journalistes qui expriment leur opinion, enfin, dans la question de l'opinion personnelle du journalisme, c'est que le problème, c'est qu'ils prétendent qu'ils n'en ont pas, comme Apathy qui dit qu'il ne vote pas, qu'il n'a pas d'opinion, etc. Alors que c'est absurde. Bien sûr, on en a déjà parlé ici, effectivement, de la question de l'objectivité. Vertical XY, ça se dément pas, quoi. Absolument. On va passer maintenant au flop, Mourad. Boum, pa. Et le flop, c'est la titraille et c'est Sébastien Delogu qui en est victime. Oui, alors on revient à la titraille, c'est toujours intéressant de scruter ça. Parce que même malgré les réseaux sociaux, on les a, c'est on, troisième personne du singulier, on les alerte régulièrement sur le fait qu'ils ont un peu merdé sur quelque chose. Là, en l'occurrence, je crois que c'est Manuel Bompard. Et en fait, ils s'en foutent complètement. Ils ne corrigent pas, ils ne retirent pas, alors que c'est quand même la base. Et là, c'est le Parisien qui va transformer un mise hors de cause, donc qui a été mis hors de cause, le fameux Delogu, le député marseillais, et sur une affaire de narcotrafic. Alors je vous rappelle qu'il a été en fait livré, c'est du mobilier qui lui a été livré, et sauf que le gars qui a livré était impliqué dans un trafic de narco, donc forcément, par association d'idées, ils ont pensé qu'il se faisait livrer de la drogue, enfin bref, et qu'il avait un rapport, sauf que même, vous allez regarder, hop, le Parisien, dans son article, va expliquer que il est complètement mis hors de cause, mais ils vont titrer bizarrement qu'en fait, il se défend comme si on était à l'étape précédente, c'est-à-dire à l'étape où on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, et donc je trouve ça d'une honnêteté quand même assez relative. Voilà, c'était alors, ils mettent entre guillemets les colis contenaient du mobilier, fermez les guillemets, Sébastien Delogu se défend face aux accusations de narcotrafic à Marseille. Enfin, vous vous rendez compte, alors qu'il est candidat quand même au municipal. Je veux dire, mais je redis toujours, on peut aimer, pas aimer, s'en foutre, détester la France insoumise. Il y a un moment, il faut faire quand même preuve d'un minimum d'honnêteté, et c'est pas le cas d'un grand journal en termes de diffusion qu'est Le Parisien. Donc ça me pose un peu problème. On continue dans les flops, Mourad, avec Sonia Mabrouk, résistante de la première heure dès le 6 février 1946. Ouais, ça c'est un petit clin d'œil à un célèbre sketch des Inconnus. Non, je trouve que on en a fait des caisses autour de Sonia Mabrouk. Donc elle a annoncé son départ. Alors son départ de CNews, on la retrouve sur Europe 1, c'est elle-même qui le dit, elle le dit, retrouvez-moi sur Europe 1, on va voir la capture d'écran. Et je trouve ça complètement incroyable. Elle a reçu des soutiens, des applaudissements, on dirait une espèce de passionnariat du XXIe siècle, alors qu'en fait, rappelons-le quand même, et j'aimerais évidemment avoir ton avis là-dessus, qu'elle annonce son départ déjà plusieurs années après le début de l'affaire Morandini, quand même, qui date d'il y a un petit moment, mais surtout après l'avoir bouclé pendant la grève d'ITélé, avec tous nos camarades qui se sont fait lourder, qui ont été maltraités, l'épuration au journal du dimanche, auquel elle collabore de manière régulière, une collaboration qui est double, puisque à la fois c'est une collaboration semi-éditoriale, mais surtout on la voit régulièrement apparaître comme une espèce d'égérie. Et puis à Europe 1. Et Europe 1, qui bosse à Europe 1 ? Jean-Marc Morandini. Donc je ne vois pas en quoi elle a révolutionné le truc et qu'elle a dénoncé je ne sais quoi. Et sachant qu'en plus, on sait qu'elle est en négociation depuis longtemps, donc avant le 6 février. Elle est en négociation avec le service public pour un filet, pour un matelas d'atterrissage. Donc ça va être à nos frais en plus de ça. Ça va redroitiser encore un petit peu plus le service public, comme si on avait besoin de ça. Comment tu comprends qu'on puisse faire de Sonia Mabrouk, à accompagner les propos les plus racistes de la Terre, les plus islamophobes, les plus sexistes, les plus rétrogrades, qu'on en fasse une espèce d'icône quasi républicaine qui vient sauver l'honneur perdu du journalisme français?
Ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire qu'ils occupent tout l'espace médiatique. Et avec leur espèce de télé-réalité grotesque qui n'a pas plus d'épaisseur que les Marseillais à New York. Là, on est... c'est dérisoire, cette histoire. Se met en retraite, c'est news pour aller sur Europe 1. Enfin, c'est pas une info. Et puis, c'est toujours la stratégie du clown avec la plus grosse perruque et les plus grandes chaussures. Et on est fasciné, halluciné par ce truc. Je crois qu'il faut sortir de la sidération. Les médias qui en font... disons pas un sujet, ça mérite d'être mentionné, mais qui en font un sujet central ou qui en font un sujet significatif ou qui ouvrent un débat comme s'il y avait une question derrière tout ça, nous font perdre du temps et nous font continuer à regarder vers cette espèce de maison fermée qui est la bulle d'extrême droite qui occupe le terrain, qui domine, qui nous étouffe et nous écœure, comme je disais tout à l'heure. Absolument. Et donc là, Mourad, il y a un flop art dégénéré. Et je crois que c'est quand même, tu l'as très bien nommé, ce flop. Oui, et c'est pas la première fois. Hein. Ça, c'est terrible quand même. Ça raconte quelque chose. Ils abattent leurs cartes en fait au fil de l'actu. Ici, c'est autour de l'affaire Epstein toujours et de Jack Lang, donc le patron démissionnaire pour le coup. Il a cédé aux pressions donc démissionnaire de l'Institut du monde arabe et Jack Lang, ancien et historique ministre de la Culture, évidemment, ça va donner lieu c'est Arthur Vatrigan qui va se lancer avec force conviction dans une démonstration absolument délirante qui rappelle on est en 1935, je crois, ou 36, cette fameuse définition de l'art dégénéré, ou même je crois que c'est au début des années 40, en tout cas c'est en l'entre-deux-guerres, mais l'art dégénéré, donc l'art juif, soyons clairs, appelons un chat, où là ça va s'appliquer. Il ne le dit pas comme ça, mais ça va s'appliquer aux Noirs et aux Arabes, très clairement, puisqu'il va parler du rap qu'on met sur le même niveau que Mozart. Je vous laisse écouter. Il va entrer dans l'histoire comme étant le pire ministre de la Culture depuis Pépin le Bref, parce que c'est le penseur de l'État-providence culturel, si vous voulez. Il a distribué des bifetons partout, il a fonctionnalisé la chaîne, donc il a arrosé la moindre petite parcelle de culture pour créer une culture officielle, on appelle ça un truc totalitaire. Et on appelle ça aussi un fossoyeur. Le tout est culture, c'était la phrase de Jack Lang. C'est-à-dire, il faut quand même saluer son tour de force à Jack Lang, c'est d'avoir réussi à faire croire que le tag, le skateboard ou le rap étaient équivalents à Mozart, Dante ou Baudelaire et Rimbaud. Et que le moindre gênement d'un alphabet allait nous faire tutoyer les anges, ou que le premier dégullis d'adolescents sponsorisé allait intimider Shakespeare. C'était ça Jack Lang, si vous vous rappelez. Donc tout est culture, donc rien n'est art, tout est créatif, donc il n'y a plus d'artistes. Et c'est le problème des progressistes, c'est que l'art véritable, Dieu merci, existe de temps en temps. Quand il apparaît, il leur jette au visage un démenti magistral et humiliant, parce qu'il rappelle que l'art, le vrai, est inégalitaire, il est électif, il est transcendant. C'est l'anti-Jack Lang. Et rappelez-vous de ce dont parlait Philippe Muret, le règne des artistocrates. J'en profite pour vous commander la lecture de ce roman que j'ai lu ce week-end, du dramaturge Gérald Sibleras. Gérald Sibleras, c'est l'un des auteurs de théâtre contemporains les plus importants aujourd'hui. Et ça s'appelle « Nous sommes tous des artistes », référence évidemment à Jack Lang. Et c'est une sorte de voyage dans la France rêvée par Jack Lang. Donc c'est méchamment drôle, terriblement crédible et forcément tragique. Que ça puisse se passer sur un plateau de télé en France, aujourd'hui, qu'on puisse fustiger des arts en disant que c'est de la sous-culture, la subculture, au profit d'autres arts qui sont très peu finalement très peu accessible. Je pense à la musique classique et au théâtre classique. C'est très peu accessible à la plupart des Français, malheureusement. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? C'est-à-dire que c'est pas nouveau. C'est un vieux truc qui date aussi vieux que la presse. Mais moi, ce que je vois, c'est que les médias, l'écosystème, l'espèce de bulle d'extrême droite qui nous occupe et nous préoccupe, font tous la même chose. Ils permettent aux langues de vipères de se délier, en fait. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'ils servent. Ils servent à autoriser toutes les transgressions. D'ailleurs, le nom de son média le dit bien. Il s'appelle l'incorrect, comme si c'était une fierté. C'est-à-dire qu'on transgresse, on marche sur les pieds de tout le monde, on tire pas la chasse, et c'est la revendication de notre individualité. Bon.
Moi, c'est ça que je vois qui est vraiment nouveau. C'est-à-dire que c'est le décor, c'est le déguisement de faux rebelles dans lequel cet écosystème d'extrême droite prend le pouvoir sur nos vies. Et c'est ça que je trouve nouveau. Pour le reste, la transgression et puis la désignation de la décadence, enfin de l'opposition comme étant le camp de la décadence, c'est très vieux. D'ailleurs, Émile Zola, dans Nouvelle Campagne, une lecture que je vous recommande, parle de sa triste habitude quotidienne d'ouvrir le journal et de dire tous les matins, je suis obligé d'avaler mon crapaud. Et ben c'est un peu ça. Déjà à l'époque, on disait que c'était pas du roman, que ça valait pas Madame de Staël ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est ce discours-là réactionnaire et vraiment, un peu grotesque, burlesque même. Il est dérisoire. En revanche, dans le cadre dans lequel ça s'inscrit, ça pour le coup c'est vraiment nouveau. Il faut y prendre garde parce que ils surfent sur une mode d'ailleurs qui vient de la gauche, qui vient de nous on est transgressif, on est un peu à l'écart. Et on a, à gauche, ouvert les vannes, la possibilité, mais c'était pas nécessairement pervers ou à condamner. On a ouvert la possibilité, on a lancé une mode qui permet à cette nouvelle droite, à cette extrême droite, de se positionner comme étant l'antisystème, alors qu'ils en sont le cœur. Ah bah bien sûr, ne serait-ce que par leur financement. Et juste avant d'aller au prochain flop, je voudrais citer un rappeur qui, justement, il y a quelques années, avait déjà écrit une phrase ou une punchline sur ce genre de personnage. Il avait dit « Le rap, une sous-culture, mais quelle idée ?» Ce sont des propos de fils de Canidé. Et c'est Oxmo Puccino qui avait écrit ça il y a quelques années maintenant. Et je trouvais que c'était à propos avec ce que venait de dire Monsieur Arthur Vatrigan. Et on passe au flop. Donc Sud Radio et le courage en option, Mourad. Oui, alors ça s'est passé en 2 temps. En fait, il y a eu une chronique dans une matinale à la con, enfin une chronique à la con dans une matinale à la con de Sud Radio. Bon, c'était un double euphémisme. Mais ils vont reprendre un extrait posté par la fachosphère et d'un discours de Manuel Bompard, je crois que c'était à Béziers, au cours j'imagine que c'est pendant la campagne des municipales, de soutien. Et le chroniqueur va dire ce n'est pas du tout un montage. Il est mignon, lui. C'est pas un montage, sauf que si, c'est exactement un montage. Et qu'est-ce que va laisser apparaître ce montage ? C'est que le coordinateur de la France Insoumise, donc Manuel Bompard, va carrément y aller pour faire un tuto pour les dealers, en leur expliquant comment pouvoir refourguer leur cam sans être emmerdés par la police et les caméras de vidéosurveillance. Je vous laisse écouter cette vidéo. 8h54 sur Sud Radio. On en parle avec vous. Rebonjour Jules Boscherini. Et rebonjour Maxime. Et on en parle avec vous de cette dernière sortie d'un député de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui est aussi accessoirement le coordinateur du parti et qui est, comment on va dire, cette sortie surprenante ? Oui, on peut dire surprenante, mais en tout cas, c'est clair, surprenante. Elle a de quoi en surprendre plus d'un. C'était ce vendredi à Béziers et le député s'est exprimé sur le trafic de drogue. Encore une fois, un sujet qui semble vraiment lui tenir à cœur. Écoutez Manuel Bompard. Globalement, si vous vendez de la drogue, vous évitez de le faire au pied d'une caméra. Et que s'il y a une caméra qui vous embête un peu trop dans l'endroit où vous voulez vendre de la drogue, c'est pas très très compliqué de la neutraliser. Et que comme globalement il faut 6 mois ou 9 mois pour qu'elle soit remplacée, vous êtes globalement assez tranquille pendant quelques mois pour continuer à vendre de la drogue. Et voilà les quelques conseils. Non, ce n'est pas du tout un montage. Et voilà les quelques conseils qu'il donne aux narcotrafiquants. Puisque bon, vous comprenez Maxime, neutraliser une caméra, ce n'est pas très compliqué et vous serez tranquille pendant quelques mois. Bon, de fait, je découvre ces déclarations. Elles sont totalement lunaires, surtout dans le contexte actuel et surtout quand il s'agit de trafic de drogue quand même. C'est bien là le problème Maxime. Peut-être que Manuel Bompard a oublié que le trafic de drogue était une activité illégale ou alors on marche vraiment sur la tête. Et d'ailleurs, les réactions ne se sont pas fait attendre et le député insoumis est alors vivement décrié comme sur X, où les utilisateurs ne manquent pas de souligner le danger que représente ce parti politique, ou alors l'absurdité de la situation également. Un député qui donne carrément des idées et des astuces aux dealers et narcotrafiquants. Mais bon, tout va bien dans ce pays, Maxime. Et puis, il y a des utilisateurs qui s'interrogent sur une possible action de l'État. Je ne comprends même pas pourquoi l'État ne les déclare pas hors la loi et ne ferme pas LFI. Et puis, sur un ton un petit peu plus ironique, mais tout aussi critique, on félicite le député de prendre le problème à la source. Pratique, c'est LFI qui se charge de la formation des dealers. Bref, reste à savoir si Manuel Bompard va se faire rappeler à l'ordre à l'issue de cette sortie. En tout cas, on devrait encore parler de cette petite déclaration un petit moment.
Alors pourquoi cette vidéo est-elle logotée de mon nom? Parce qu'ils l'ont effacée, ils l'ont lourdée complètement, mais en loose day. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé qu'en fait ce qu'ils racontaient c'était vraiment des conneries, mais comme on ne peut pas faire pire, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien vérifié, ils n'ont même pas passé un coup de fil à la France Insoumise pour essayer de comprendre pourquoi le principal dirigeant d'un parti qui fait 22% à la présidentielle appelle à soutenir les dealers et à faciliter leur travail. Rien n'a été fait. Ce ne sont pas des journalistes. Et ces gens-là, donc de droite et d'extrême droite, en l'occurrence sur le plateau, vont présenter. Alors, c'est même pas des excuses, c'est quelque chose qui me fait complètement halluciner, puisqu'ils vont expliquer simplement que, évidemment, c'était du second degré et évidemment, pourquoi vous l'avez fait. Voilà, je vous laisse écouter leur semblant d'explication et il n'y a pas un mot d'excuse. Et juste derrière, je le redis parce que c'est vraiment des sagouins, ces gens-là. Ils vont caviarder le truc et donc je me suis fait un devoir et un plaisir de retrouver, et c'est très difficile une fois que c'est parti, mais bon, j'ai retrouvé la séquence, je l'ai capturée et du coup, je vous l'ai offerte et je vous laisse écouter leur réaction. Vous êtes bien sur Sud Radio et avant de vous laisser en compagnie de Jean-Marie Bordry, il est utile de dire que dans la chronique, on en parle. Les propos de Manuel Bompard concernant le rôle des caméras de vidéosurveillance dans le narcotrafic étaient évidemment des propos ironiques. À aucun moment, il faisait un tuto pour le trafic de drogue. Ces précisions étaient utiles et elles sont faites. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, en quelques mots, c'est quand même, avant qu'on passe au microscope, c'est quand même assez extraordinaire de caviarder des trucs sans avoir de compte à rendre à personne et de même pas avoir le courage d'assumer que, voilà, qu'on a fait de la merde, on présente nos excuses. Et puis on va retirer la vidéo. Au moins, même encore France Info le fait parfois, avec comment c'était Gaza Riviera par exemple. Ouais, ils virent, mais au moins ils expliquent, même si c'est discutable. Je veux dire, tout est permis. Il y a plus de règles dans ce métier en fait. Si, il y a des règles, mais il n'y a pas de sanctions. Donc voilà, il n'y a pas d'instance de sanctions. Oui. Elles ne sont pas sérieuses. Des règles à respecter, quoi. Voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est comme pour de l'augu. 5 minutes pour les calomniateurs, 1 minute pour le calomnié. On est pris le doigt dans la confiture, mais le mal est fait. Mais je ne sais plus qui disait ou qui en avait révélé cette idée géniale que Jean-Marie Le Pen était rentré dans les maisons des Français par la télé. Et bien là, c'est pareil. Les gens vont aller répéter la même chose sur Bompard. Et puis ceux qui n'ont pas assisté à ce petit moment un peu grotesque de télévision vont dire comment ça, Bompard, complice des narcos. Enfin voilà, c'est fini. Le mal est fait. La calomnie est partie et la calomnie, elle est impossible à rattraper ensuite. Alors pour imager ce que tu viens de dire, et juste, je laisse évidemment la parole à Cyril juste après, il y a un tweet de Sylvain Chazot qui dit « Merci Gilles Boulot, BFM TV et France Inter, le travail paye », point d'exclamation, et il répond à un tweet de Sarah Knafo, donc la candidate zémourienne à Paris, qui dit 12%, point d'exclamation, désormais, devant la France Insoumise de Sophia Chikirou à Paris. Et donc, il image ce que tu viens de dire, il met à jour ce que tu viens de dire, à savoir que grâce au travail forcené de TF1, de BFM et de France Inter, elle a peut-être, l'histoire nous dira si elle a raison, peut-être gagné son pari. On va passer au microscope pour en savoir un peu plus sur notre invité du jour. Donc, depuis tout à l'heure, avec Mourad, on vous entend, Léonard Vincent, ancien journaliste et aujourd'hui écrivain, et vous lancez une maison d'édition. Mais avant ça, j'aimerais d'abord comprendre pourquoi vous avez décidé d'arrêter ce métier. Et je laisserai ensuite Mourad poursuivre. Parce que je n'avais pas signé pour ça. Je n'avais pas signé pour ce que c'est devenu, en fait. Moi, j'étais rentré dans ce métier avec un peu de naïveté et, disons... je ne considérais pas que c'était des illusions à l'époque, mais disons des projets en termes d'influence, de faire du bien à la communauté nationale à laquelle j'appartiens, et puis plus largement d'essayer de mettre un peu de lumière dans ce qui me paraissait être une vallée de ténèbres, qui était le monde quand j'avais 20 ans. Donc j'avais cru que... j'allais pouvoir faire une carrière où c'était ça allait être ça qui allait être au cœur de mon activité. Alors j'ai fait une belle carrière, je suis passé par
une grande ONG, Reporters sans frontières. Je suis passé par TF1, où j'ai travaillé au premier site internet d'information, tf1.fr, à l'époque avec Anne Sinclair. Alors, c'était le premier site d'info en français. Ensuite, j'ai fait carrière de pigiste, où j'ai travaillé pour les uns et les autres. J'ai pas cité les titres, c'est bien de savoir d'où tu parles. Voilà, j'étais au service Afrique de RFI, où j'étais l'un des piliers. Je m'occupais particulièrement de l'Afrique de l'Est, donc Éthiopie, Somalie, Érythrée, Soudan. J'étais reporter. J'ai découvert ce que c'était que, à la fois l'actualité en continu, puisque c'est toujours le cœur de métier d'RFI, et l'exigence qu'a RFI pour ses journalistes, et puis de traiter aussi de sujets qui sont très peu traités en France par les autres médias, et donc de pouvoir rentrer un peu dans le détail des nations, des peuples et de leur vie. Et puis, il y a eu ça qui est, la structure extérieure de ma carrière, et puis il y a tout ce qui s'est passé concrètement à l'intérieur d'exercice quotidien du métier. Et c'est là où ça a pêché. Parce que d'abord, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être chef, parce que être chef, c'est ne plus exercer son métier, ou en tout cas, c'est exercer une façon particulière d'exercer son métier, de commander, d'avoir une vision et disons un discours, un narratif, comme on dit aujourd'hui, sur l'actualité du jour. Et puis de commander et de laisser faire aux autres. Alors moi, ce qui me plaisait, c'était de fabriquer, c'était de produire des choses. Et je me suis jamais vraiment senti à l'aise dans le rôle de l'inspecteur des travaux finis qui commande aux autres. Et puis ensuite, donc j'ai quitté ça. Je suis revenu au reportage. Et puis je me suis rendu compte, d'une part, que le journalisme avait changé de position dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire que le journalisme tel qu'il est, la presse, les médias aujourd'hui, dans le rôle qu'ils jouent dans la société dans laquelle on est aujourd'hui en 2026, n'est plus du tout la même position, le même rôle et la même influence que quand moi j'ai commencé mon métier. Le monde a changé, les médias ont changé, la pratique du métier a donc changé aussi. Et tout ça, pour moi, vis-à-vis de mes valeurs, ma conception à la fois de la société, du bien et du mal, on va dire, m'a arraché, a provoqué un divorce. Parce que je me suis rendu compte que plus en plus, la presse était d'abord un spectacle. D'abord un spectacle. Nous étions, et on est tous, journalistes, producteurs d'un petit spectacle. Et ça, je crois qu'il faut s'en rendre compte et l'accepter. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il faut avoir cette modestie-là. On produit de petits éléments, de petits produits d'information de manière à raconter une bribe, ouvrir une petite fenêtre et raconter une bribe de ce qu'est l'humanité de notre vie. Bon, une fois qu'on a accepté ça, on se rend compte que tout le discours qui consiste à dire qu'on est les remparts de la démocratie et les chevaliers de la liberté, c'est peut-être un petit peu exagéré. Et que donc, étant donné l'écosystème tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le poids de l'argent, le poids du goût du pouvoir, le poids de la peur politique, de la montée de l'extrême droite ou de la montée de la gauche de l'autre, étant donné ce climat de crise politique permanent dans lequel on vit depuis quelques années, il s'agissait de réfléchir à ce qu'on était en train de faire peut-être. Et il se trouve que la critique à l'intérieur du métier est impossible. Les journalistes, et moi-même je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, se comportent comme une espèce de caste curiale, une cléricature qui détient les clés de la bonne manière de délivrer au bon peuple. Alors ils appellent ça la vérité, non, ils appellent ça les faits. Ils appellent ça les faits. Bon, les faits, comme si les faits n'avaient pas en eux-mêmes de signification politique. Ils appellent ça les faits, donc ils sont là à être comme les manieurs d'une espèce de liturgie qui produit de la vérité. Mais c'est pas du tout ça. Le journalisme produit des petits spectacles, et c'est pas grave, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Et deux,
le journalisme utilise le langage, des langages. Le langage de la radio, le langage de la télévision, le vocabulaire de la télévision et de la radio, les habitudes, les formats, les langages de la presse écrite, de la presse magazine, etc. Ce sont des formats, des vocabulaires particuliers. Tout ça est un langage, donc c'est très relatif. Enfin, il n'y a pas de mathématiques là-dedans, il n'y a rien de scientifique. C'est quelque chose qui est de l'ordre du discours. C'est des gens, les journalistes, qui nous parlent, qui te parlent. Tu ouvres un journal et tu as quelqu'un qui te parle et qui te raconte une histoire. Il faut qu'on revienne un petit peu sur Terre, là. Et aujourd'hui, d'essayer d'infuser dans le métier cette remarque, qui n'est même pas une critique, cette remarque, en disant la société a changé, elle nous utilise, c'est une société essentiellement spectaculaire et nous produisons du spectacle là-dedans. Et il faut revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire nous produisons du discours et du langage très particulier, choisi, qui appartient à une classe sociale, qui appartient à une façon d'être éduqué, etc. Et il faut réussir à essayer d'inventer des nouveaux formats et peut-être remettre en cause nos manières de faire et les fausses évidences sur lesquelles on fonctionne. Et bien ça, c'est impossible. On est tout de suite taxé de despotes, d'ennemis de la démocratie. Alors je vais renvoyer, parce que l'heure tourne, c'est une discussion forcément passionnante, mais et je pense même, et je le dis sans, c'est pas une formule en l'air. Alors je précise que tu es un ancien du média, qui était dans l'équipe fondatrice même du média, du premier. Je crois que c'est 2018, c'est ça ? 2018. Voilà, donc c'était bien avant que j'arrive ici. Je pense vraiment, et je te lance l'invitation, il faudrait vraiment qu'on ait, notamment au travers de, on va en parler juste après, mais au travers de ta maison d'édition que tu viens de lancer, aujourd'hui même. Oui, donc ce mardi 10 février, février. le jour des 10 ans d'ailleurs de LFI. C'est marrant. J'ai pas fait exprès, il y a une concomitance assez rigolote. Je vais vous renvoyer vers pourquoi j'abandonne le journalisme, donc le billet que tu as fait sur ton site, qui est très précis. Alors je vous préviens, c'est un billet qui est très... dont j'ai rarement vu dans le milieu professionnel, des rapports professionnels, quelque chose d'aussi tranché, j'ai presque envie de dire aussi violent. Parce que tu as la franchise de raconter des choses qui, dans notre caste à la con, est assez rare, puisqu'il y a une espèce de corporatisme. Oui, et puis, je veux dire, d'un point de vue personnel, il a fallu rompre avec 25 ans de ma vie. Alors voilà, c'est la question que je voulais te poser. Ouvrez les guillemets. Voilà mes raisons personnelles. J'ai longtemps refusé de penser qu'abandonner ce métier pour toujours était la solution. Or, un jour, la seule pensée que je n'aurais plus jamais à faire m'a libéré d'un poids énorme. La décision a donc été prise malgré les risques et la peur. Comment décide-t-on ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on se libère comme ça du jour au lendemain ? Quand on n'y croit plus du tout. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de journalistes. J'ai beaucoup de copains journalistes. Et après l'avoir publié mon billet, j'ai reçu beaucoup de SMS ou de mails de copains qui me disent « T'as raison, mais moi, j'y arrive pas ». Des copains en exercice, aujourd'hui. Et c'est-à-dire que... voilà, il y a beaucoup de doutes dans ce métier. Beaucoup de doutes. Et moi, je dis à mes confrères qui sont restés dans le milieu, battez-vous, parce qu'on est tous tout seuls dans notre coin. Alors moi, j'ai essayé, dans mon média, dans un syndicat, j'ai essayé de faire mon truc, même à l'extérieur, en transgressant un peu les droits de réserve de l'audiovisuel public. Mais je suis arrivé à rien. Je suis arrivé qu'à me marginaliser. Et puis au bout d'un moment, c'est épuisant. C'est épuisant. Et les rares petites illusions qui nous tiennent et qui font qu'on a encore un peu de plaisir à partir en reportage. Mon dernier reportage, c'était à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, où j'ai passé une semaine vraiment exaltante, parce que c'était de nouveau ce que j'avais voulu faire à 20 ans, c'est-à-dire l'histoire arrive et j'en suis. Mais en même temps, quand je suis revenu... j'ai fabriqué mes petits spectacles qui ont de la qualité pour RFI. Et puis je me suis dit, mais c'est un peu pathétique et un peu dérisoire de fabriquer ces petits trucs, ces petits numéros de claquettes dans son coin, en espérant que ce petit reportage arraché du bout des dents à une rédaction qui ne veut plus envoyer personne à l'étranger, c'est une grande victoire et je vais construire ma vie là-dessus.
Donc j'ai décidé que c'était trop fragile, c'était trop peu en fait. C'était trop peu pour faire une vie. J'invite, comme l'a dit Mourad, tout le monde à aller lire ce billet donc, sur le site léonardvincent.net et ça s'appelle Le Cahier Rouge. Et un billet très intéressant qui parle aussi de ton travail de reporter en Afrique. J'ai lu un passage qui m'a beaucoup marqué. Mais donc, du coup, c'est pas de ça dont on va parler. C'est justement de ta maison d'édition, la maison Égalité, qui sort, comme l'a disait tout à l'heure Mourad, aujourd'hui. C'est le premier ouvrage et tu peux nous en dire plus. Le premier livre est sorti aujourd'hui, est disponible à la vente. C'est Jean Jaurès, évidemment. Dernier discours avant la guerre, le grand Jaurès, les derniers textes, les derniers propos, le dernier éditorial dans l'UMA. C'est prodigieux. Et à ce qu'on a mis sur la 4e de couverture, toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ça, vous le trouverez là-dedans. Alors, c'est un projet, on est avec un copain, Stéphane Elias, qui est mon graphiste, qui est un directeur artistique génial. On va faire des bouquins, 6 par an, des petits bouquins de poche comme ça, 7,50 €, ça coûte rien du tout. C'est de la littérature populaire et militante, révolutionnaire, pour que les gens se réapproprient un peu les grands textes, se redonnent du cœur au ventre. On commence tout petit avec cette petite collection. Donc, celui-là, il est disponible aujourd'hui. On en aura un tous les 2 mois. On peut s'abonner. C'est la meilleure formule, s'abonner comme on s'abonne à un canard. On reçoit un livre tous les 2 mois par la poste, on diffuse par courrier. Tout ça, c'est sur lamaisonégalité.com et on a vraiment besoin de vous là maintenant. Si vous voulez nous aider à ouvrir une fenêtre dans l'édition et laisser un peu rentrer de l'air dans ce monde dominé par les oligarques. Eh bien, on est là. Merci beaucoup, Léonard. Et puis, on va suivre évidemment l'évolution de cette c'est une maquette, c'est une petite maquette, mais elle est superbe. Oui, non, mais je suis très fier. On l'aura entre les mains bientôt, j'espère. Mourad, tu tenais quand même, on arrive à la fin de l'émission, à faire les remerciements. Oui, parce qu'ils sont un peu temporels. Donc, les remerciements, en fait, en gros, c'est les gens qui de près ou de loin, suivent, soutiennent cette chronique et que je croise, que je rencontre un peu partout. Alors, attention, quand je dis un peu partout, c'est plus qu'un peu partout. Je vais remercier Philippe de Taïwan. On est quand même regardé d'un peu partout. Nadia de Montréal, Martine de la Martinique et sa maman, dont leurs anniversaires respectifs étaient le 6 et le 8 février, donc joyeux anniversaire. Nous avons également dans les anniversaires, il y en a énormément ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. Il y a Lila également, il y a Anne-France qui est ma jumelle, elle est née le même jour et la même année que moi quand même, c'est assez balèze. C'est quel jour? Le 7 février, c'était nos anniversaires. André également, dont c'était l'anniversaire comme Lila le 1er février, et son ami et coiffeur personnel, attention, les gens qui nous regardent ont un peu de tenue. Eric, en l'occurrence, c'est près de Metz. Il y a également Cory, un militant écologiste qui fête ses 40 ans. C'est gamin quand même, tous ces gens-là. Nawel Zoulou, notre confrère Pierre du Timbre-Poste. Le Timbre-Poste, c'est le journal de la CGT. C'est en Dordogne, c'est le journal de la CGT qui fabrique les timbres-poste. Et donc, ils ont un canard et ils m'ont interviewé. Donc, ils ont fait un papier sur l'œil de Moumou. Donc, je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc, c'est très sympa. Nos confrères également de Journe Alpes, donc comme les Alpes, évidemment. On en reparle la semaine prochaine. Parce que je voudrais faire un zoom dessus, donc je les salue, c'est aussi des fidèles de cette chronique. Valeur anarchiste, c'est un streamer. Alex l'anticyclone de Rouen. Il y a également, pour finir, Nora, qui est globe-trotteuse, Lisa du Chili et Barbara des USA, qui se sont retrouvées, regardez, avec Amira et moi, dans le bar Le Rallye, qui est juste à côté, parce que j'en avais parlé la semaine d'avant et elles ont débarqué là par hasard, et qu'en fait, on était là avec Amira, et que du coup, on a passé un moment ensemble avant que je ne perde ma voix, puisque j'avais complètement perdu ma voix la semaine dernière. Heureusement, elle est un peu revenue. Smaïl de Saint-Cloud ou de Saint-Cloud, je ne sais jamais comment on appelle cette ville, pour faire moderne, et sa collègue et amie Sandrine, que j'embrasse très affectueusement. Il y a également Sand, pour finir. Sand, alors on revient aux 10 ans des LFI. Sand est militante LFI, donc qui fête ses 10 ans cette année. Son anniversaire, c'est aujourd'hui, donc le même jour que l'anniversaire des LFI. Et en plus, le même jour, ce jour-là, donc le mardi 10, elle marie sa fille. Donc je pense que le reste de l'année, elle n'a plus rien à faire. Elle a tout regroupé sur une journée. Donc elle ira faire les courses la prochaine fois. Mais voilà, je l'embrasse très affectueusement également.
Merci beaucoup Mourad, merci beaucoup Léonard Vincent. Je rappelle la maisonégalité.com si on veut commander le livre de cette toute nouvelle maison d'édition qui a besoin de s'abonner, bien sûr. Il y en aura 6 par an. 6 par an, donc c'est une maison d'édition qu'on doit également soutenir. Et n'oubliez pas, bien sûr, de soutenir le média sur soutenez.lemediatv.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Œil de Moumou. En attendant, je vous laisse avec la suite des programmes du média.